Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat, au cœur de l'actualité. Alors chaque semaine, vous le savez, nous allons à votre rencontre afin d'aller chercher les sujets qui vous ont fait parler. Deux sujets sont à l'ordre du jour cette semaine. Alors Sénégal, Diomaye Faye, de l'alliance historique à la fracture politique, y a-t-il eu trahison et qui paie le prix aujourd'hui? On continue avec les États-Unis et l'AES. Comment et pourquoi les États-Unis d'Amérique reviennent-ils maintenant vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Voilà les deux sujets que nous allons aborder avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, Kadiali Noba. Vous êtes juriste et membre de PASTEF France. Bienvenue. Bonjour Aïssatou. Merci. On continue avec vous, notre cher Stéphane Dos Santos. Vous êtes analyste politique. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, chers panélistes. On continue et on finit avec vous, Babadem. Vous êtes bien sûr journaliste et toujours présent. Merci, bonjour Aïssatou, bonjour aux companélistes et à nos spectateurs, téléspectateurs, commentateurs. Exactement, on salue tout le monde en résumé, c'est bien ça? C'est ça. On salue tout le monde, effectivement, c'est votre émission. Allez, mesdames et messieurs, cap vers le Sénégal. Sénégal, Diomaye Sonko, de l'alliance historique à la fracture politique, point d'interrogation, bien sûr. Y a-t-il eu trahison? C'est une question qu'on pose. Et qui paie le prix aujourd'hui? On regarde une vidéo et puis on revient. Au Sénégal, l'unité du sommet de l'État vacille alors qu'une rupture semble se dessiner entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. La relation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko connaît une phase de tension. Samedi 7 mars, le chef de l'État a présidé l'Assemblée générale de sa coalition Diomaye Président, structurant officiellement cette entité comme une alternative au PASTEF. Par ailleurs, cette démarche vise à offrir au président une base politique autonome en vue des prochaines échéances électorales. Enfin, ce positionnement stratégique renforce les signes de rupture au sommet de l'exécutif, marquant une volonté de Bassirou Diomaye Faye d'asseoir sa propre autorité. De retour sur le plateau, en mars 2024, le Sénégal vivait un séisme politique. Après des années de tension avec le pouvoir de Macky Sall, l'opposition incarnée par Ousmane Sonko arrivait enfin aux portes du pouvoir. Mais Sonko ne pouvait pas se présenter à la présidentielle, et bien c'est donc son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, qui est devenu candidat. Le slogan était simple, Sonko Moy Diomaye. Autrement dit, Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko. Un an plus tard, le pays découvre une réalité plus complexe. Entre arbitrage politique, tension dans la majorité et interrogation sur la direction réelle du pouvoir, certains parlent désormais d'un duo fragilisé, voire éclaté. La question devient alors importante. Le Sénégal est-il en train d'assister à la rupture d'un tandem qui avait promis la rupture avec l'ancien système? Et surtout, dans cette bataille politique, mesdames et messieurs, les perdants ne seraient-ils pas, finalement, les Sénégalais? Voilà l'introduction et on commence tout de suite. Et question importante donc pour comprendre les nombreux rebondissements concernant le Sénégal, concernant le duo Diomaye Sonko. Peut-on parler d'une alliance qui était plutôt une alliance politique solide? Donc je vous la pose à vous, monsieur Kadiali Noba, ou finalement c'était une solution imposée tout simplement par la situation? Est-ce qu'on parlait finalement d'une solution solide, un projet politique solide, un binôme solide, ou au contraire c'était, voilà, tout simplement, on n'avait pas le choix, et bien on s'est associé? Merci Aïssatou. Je pense qu'au début c'était un binôme solide qui avait en tout cas l'ambition de sortir du Sénégal de cette situation, de diriger le Sénégal en tout cas d'une main de fer, de mener la rupture qu'on a vendue tant aux Sénégalais. Pour le comprendre, il faut regarder un peu en arrière parce qu'ils ont eu quand même un compagnonnage de plus de 10 ans. Donc ils ont été en fait sur tous les combats ensemble au front. Donc en termes de stratégie aussi, en termes de direction du parti. Donc personne ne pouvait douter aujourd'hui en fait de cette complicité, en tout cas de cette vision commune qu'ils avaient. Parce que chez PASTEF, on a l'habitude de dire qu'en fait ce qui compte c'est le projet. À un moment donné, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait se limiter juste à la personne d'Ousmane Sonko qui était le porteur naturel du projet. Donc face à cette situation que nous avons tant vécue, en fait, on n'a pas besoin peut-être de revenir là-dessus. Il s'est posé une question toute simple, est-ce qu'il faut choisir la personne d'Ousmane Sonko ou il faut faire passer le projet? Et il a fallu trouver un passeur
Diomaye Faye, je pense qu'à l'époque, c'était la personne idéale parce que c'est quand même l'archétype même du pastéfien. Donc, en tant que responsable, il a occupé plusieurs fonctions. Donc, il connaît très bien le parti. Il a encore travaillé sur le projet aussi bien en 2019, le projet présidentiel qu'on avait présenté aux Sénégalais en 2019, et aussi le projet 2024 de la mouvance de la coalition Diomaye Sonko président, qui est devenu coalition Diomaye, même si à la fin il s'est retrouvé en prison au moment de finaliser les travaux. Donc Diomaye en fait cochait toutes les cases pour porter le projet. Donc aujourd'hui, effectivement, comme tout le monde le constate, ils avaient l'habitude certainement d'avoir des divergences politiques, mais arriver à la tête de l'État, ça a été dit depuis le départ. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même face à une situation inédite où personne n'a la recette, parce qu'on est dans une situation dans laquelle le président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, c'est le numéro 2. Et il n'est pas connu des Sénégalais. Donc tout le parti, comme vous l'avez dit, Sonko moins Diomaye, Diomaye moins Sonko, c'était en fait une manière de le vendre aux Sénégalais, de dire que ce qui est important pour les pastéfiens, c'est le projet. Et donc on a quelqu'un qui connaît le projet, qui peut le porter. Et donc aujourd'hui, une fois qu'on a gagné, il se trouve qu'on avait fait des promesses aux Sénégalais. Maintenant, il nous revenait, nous, en tout cas, de mettre en œuvre ces promesses, de les concrétiser. Donc, il y a une partie qui a été faite, c'est-à-dire à travers le projet Sénégal 2050, les politiques publiques, la mise en conformité des politiques publiques avec le projet. Mais il y a un autre volet qui restait aussi, c'est-à-dire le volet juridique, le volet justice sociale, justice des martyrs qu'on avait tant vendu au Sénégal et que beaucoup de personnes se sont battues pour cela. Et je constate que, en tout cas, pas que moi, mais on constate aujourd'hui qu'on ne comprend pas pourquoi sur certains points, notamment le fait de pouvoir poursuivre les personnes qui étaient acteurs au moment où il y a des événements de mars 2021 à février 2024, pourquoi ces personnes, on ne les poursuit pas? Donc, monsieur le Premier ministre, en tout cas, est sorti plusieurs fois pour nous expliquer qu'en fait, la rupture n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'effectivement, sur certains points, il ne serait pas en phase avec le président de la République. Ça veut dire qu'il y avait un projet politique qui était clair, qui était défini. Les Sénégalais étaient au courant de ce projet politique. Le projet politique avait été en principe validé aussi bien par Sonko, donc légitimité populaire, c'est lui le PASTEF, mais également par Diomaye, et donc ce qui a fait que Diomaye a été choisi par Sonko pour devenir finalement le futur président du Sénégal. Mais aujourd'hui, 1 an et demi, presque 2 ans après, on constate que le projet finalement est un peu mis de côté et on ne répond pas aux attentes des Sénégalais, et donc ça pose un questionnement et surtout ça crée donc des problèmes dans le duo. Alors je ne dis pas que le projet a été mis de côté, mais ça dit qu'il y a une certaine réorientation de certains aspects du projet. Sur le plan économique, je pense que la question aujourd'hui ne se pose pas. Tout le monde est en face sur le plan économique. Hier, la preuve, il y a un point de presse qui a été fait sur la renégociation. Sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, même sur la dette aussi. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que, si vous vous rappelez, il y a eu en fait une journée, en tout cas, de dialogue sur l'organisation de la justice, qui a eu lieu en 2024, et que nous, à quoi on s'attendait? On s'attendait à ce que la machine judiciaire, en tout cas, que des enquêtes soient déclenchées. Mais force est de constater aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'enquêtes qui ont été déclenchées. Et on se rend compte que le président de la République, aujourd'hui, au lieu d'être en fait sur l'agenda qu'on avait défini ensemble, il a un autre agenda qui est différent, en tout cas, de l'agenda du parti PASTEF, qui est arrivé au pouvoir grâce au PASTEF. Est-ce que ce n'est pas le résultat qui compte, à savoir, peut-être qu'il y a effectivement un changement en termes d'agenda, mais le projet reste toujours une réalité, Oui, je dirais, ce qui est déplorable dans ça, en fait, c'est que c'est comme si en fait c'est une trahison en fait du projet qu'on a vendu aux Sénégalais. C'est qu'on on discute avec les Sénégalais, on les a convaincus de voter pour un projet, et le président il arrive au pouvoir, il veut faire autre chose que ce qu'on a promis aux Sénégalais. Je dirais que c'est le fameux Wahwahed de Wade qu'on a connu, le ni oui ni non de Macky Sall. Donc, et ça, je pense que c'est un déphasage, en tout cas avec ce que les Sénégalais, la majorité des Sénégalais attendent. Parce que je rappelle juste que les pastéfiens ne font pas 54% des Sénégalais. Donc si Diomaye Faye a eu 54% des Sénégalais au premier tour, ça veut bien dire qu'il y a une grande partie de la majorité silencieuse qui est en phase avec ce qu'on a vendu aux Sénégalais. Et donc je trouve qu'il est tout à fait normal que quand on arrive au pouvoir, ne serait-ce qu'on respecte ce qu'on a dit. Parce que je pense qu'à la fin de la journée,
celui qui a raison, c'est le Sénégalais, c'est l'électeur qui a raison. Exactement, c'est très important d'insister dessus. Je me retourne vers vous, Monsieur Dos Santos. Alors, question, le slogan Sonko Moi Diomaye, qu'on a entendu énormément donc, au Sénégal, était une vision politique. Il l'a rappelé Kadiali Noba, qui aujourd'hui, finalement, on a l'impression que ça devient un slogan électoral. Parce que quand on voit les relations, quand on voit le projet, finalement le projet global qui n'est pas totalement respecté, quand on voit les petits problèmes qu'il peut y avoir, les tensions qu'il peut y avoir au sein du duo, on se dit finalement c'était que de l'électoral, c'était que pour gagner l'élection. Je pense que c'était pour gagner l'élection, oui. Moi je pense qu'au départ il y a une vraie volonté de Diomaye Faye d'adhérer au projet Sonko. Maintenant j'ai l'impression qu'on a face à nous un Diomaye Faye qui veut lui maintenant s'affirmer en tant qu'homme d'État aussi et ne plus être dans l'ombre de celui qui était avant son mentor. Alors face à ça, pour moi, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de se griller lui-même Diomaye Faye. Parce qu'en allant à l'encontre du programme qui avait été fixé par le PASTEF, il se discrédite lui-même. Et en 2029, si jamais, parce que 2029 n'est qu'à 2 pas, il y a des échéances présidentielles. Par sa posture, on interprète qu'il veut se présenter. Moi, je ne pense pas qu'il aura une majorité qui voterait pour lui. Donc, pour moi, il court le risque vraiment de finir discrédité face au public sénégalais. Et pour Ousmane Sonko, il a affaire à un homme aujourd'hui qui court après ses propres ambitions. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Donc, pour vous, les problèmes qu'il peut y avoir au sein du duo, c'est tout simplement parce que le président Diomaye Faye souhaite s'émanciper du poids, du pouvoir de Sonko, malgré le projet, malgré les ambitions pour les Sénégalais, malgré les ambitions pour le Sénégal. Bien sûr, c'est l'impression que ça donne. C'est une question d'égo alors. Bien sûr, moi en tout cas c'est ce qu'on peut lire à travers cette situation, parce que lorsqu'il crée la coalition Diomaye Faye, il y a des élections en 2027 au Sénégal, je pense que c'est les municipales, donc ça montre qu'il veut avoir son propre couloir avec une sorte de famille politique qu'il aurait créée. Ça veut dire que quelque part il y aurait un affrontement avec le PASTEF dans certains coins. Ça veut tout dire. Donc moi je pense que Diomaye Faye est en train clairement aujourd'hui de tourner le dos à son mentor et de créer sa propre histoire loin du spectre de celui qui a été son mentor et qui est aujourd'hui le Sénégalais le plus populaire au pays. Baba, je me retourne vers vous quand il dit que Monsieur Diomaye Faye, président du Sénégal, tourne le dos à Sonko, crée son propre parti, a des velléités d'eux. Est-ce qu'on en est à ce point-là, à ces points-là aujourd'hui? Ah oui, absolument. C'est clair? C'est clair par rapport à ce qui s'est passé le 7 mars lors de l'Assemblée générale de la coalition. Il était présent, donc déjà sa présence pour susciter des interrogations en se disant si jamais il est présent à cette Assemblée générale, c'est qu'il va montrer le dos à PASTEF. Mais au-delà de ça, comme il disait, comme Stéphane disait, ou c'est même vous qui le dites, pour moi, si on analyse bien, c'est une question d'ego en fait. Ego, c'est une question de personnalité et j'irais même, sans manquer de respect, de parler d'un orgueil très mal placé, très mal placé. Parce que si on regarde bien, moi je me limite aux faits et au discours de Diomaye Faye qu'on a entendu depuis lors. Si on regarde bien tous ces discours, il est presque dans le double jeu en fait. Discours où on peut faire entendre, parce que lors de l'Assemblée générale, il dit, et ça a toujours été comme ça avec lui, il dit « je suis de PASTEF, mon ancrage est de PASTEF » et c'est ce qu'il dit à l'Assemblée générale. Pour quelques minutes plus tard, dire que si, bon, c'est l'anecdote, il dit « si j'attendais que PASTEF, je ne serais pas président ». Ça c'est renié complètement. Renié, ou la manière même dont il dit, il joue à ce double jeu qui est vraiment, moi je trouve ça très malsain. Ce double jeu de se dire par exemple, c'est vous la coalition qui a fait que j'arrive au pouvoir. Si on analyse bien, il dit, en Wolof, il dit, c'est vous qui êtes présents, c'est grâce à vous, nous allons gouverner, nous avons gagné ensemble, nous allons gouverner ensemble. Et moi, le double jeu ou la petite nuance, c'est que quelque part, il a raison, si on l'analyse bien, c'est la coalition Diomaye qui l'a fait forcément, et il y avait PASTEF dedans. Mais quand il joue à ce double jeu, ça a toujours été comme ça. Par exemple, Ousmane Sonko m'a fait président. Non, j'ai tout fait pendant 10 ans pour que Ousmane Sonko devienne président. Lui, en 10 jours, il m'a fait président. Qu'il regarde bien ce fauteuil, parce que je suis toujours dans cette phase de le mettre président en 2029. Quelques mois après, il dit aux enfants qu'il avait reçus au palais, il dit
peut-être le prochain président sera Ousmane Sonko. Oui. Et récemment, il dit la candidature de Ousmane Sonko ne m'engage pas. Donc, je veux dire, il y a toujours ce petit double discours. Et le pire dans tout ça, et c'est là où je me pose vraiment cette question, c'est quand il dit « je suis méritant ». J'ai tout fait dans PASTEF. C'est moi qui ai créé, qui ai organisé, bref, les cellules. Je suis méritant. C'était les députés qui nous avaient dit ça au départ. Mais lui-même, il a dit après, lors de la conférence, en tout cas de l'Assemblée générale, il dit « je suis méritant ». Et même mieux, c'est comme s'il était frustré. Il montre une certaine frustration. Et j'ai même l'impression que j'ai fait tout le travail et tout va à Sonko. Et pourtant, s'il a une bonne mémoire, j'essaye d'être assez nuancé, s'il a une bonne mémoire, Ousmane Sonko l'a quand même choisi parmi 5 personnes qu'on avait désignées pour qu'il devienne candidat. Et on l'a choisi quand même lui au dernier moment. En fait, c'est même pas au dernier moment, c'était une stratégie pour le choisir lui. Devant Birame Souleye Diop qui était considéré comme le numéro 2. Et donc c'est juste pour dire que si Ousmane Sonko, avec une vidéo de plus de, je sais plus, 15 minutes, au moment où on a désigné pour donner en tout cas les bienfaits de Diomaye Faye, pour moi, le fait de lui donner le poste de président, en tout cas le fauteuil de président, c'est quelque part une reconnaissance de son travail. Mais lui, à travers un film de la prison, on l'a vu, de la prison au palais, où on efface Ousmane Sonko et le PASTEF pour montrer que c'est lui qui est méritant, que Dieu a fait qu'il devienne président. Et son discours, que moi je considère et que je dis de la honte, lors de l'Assemblée générale, où il dit c'est vous qui êtes dans la salle, c'est Dieu qui a fait que je suis président et qu'on met de côté PASTEF truc. Non seulement c'est ce qu'on appelle l'ingratitude, mais au-delà de ça, c'est de la trahison et c'est le mot qui est bien dit. Parce que vous remarquerez que après, c'est pour ça même qu'on en parle ici, mais après sa sortie, les mots qui ont été les plus utilisés, que ce soit c'est le mot en Wolof, c'est war, qui est trahison. Et il y en a même qui l'appellent blaise. Donc lui, il n'a qu'à je ne sais pas s'il veut revenir se ressaisir, ou alors c'est un autre jeu. Le jeu est qu'il va jusqu'au bout parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qu'il fait. Si j'ai des ambitions présidentielles, je ne m'entoure pas des personnes qui ne font pas 0% et qui sont plus calées au niveau du parrainage. Je vais avec, pourquoi pas, une partie de PASTEF, on se dit, autre chose, on entend ça un peu partout en Afrique, en tout cas, sur tous les médias qui sont hors Sénégal, on entend c'est une ambition de fauteuil, c'est Ousmane Sonko qui lui fait de l'ombre pour le fauteuil présidentiel, un truc leadership, alors que ça n'a rien à voir. Ça aurait été le cas si et seulement si il appliquait le projet. Et quand on parle du projet, que le projet, lui, il a mis de côté, moi je dis qu'il a mis 90% du projet de côté et qu'il a trahi le projet, parce que quand on se souvient de sa campagne électorale, il avait une chose, un balai, en disant tous ces voleurs, qui est la personne qui va vous débarrasser de ces voleurs. Il avait ça et il le disait. Et il disait aussi justice pour nos martyrs. 2 ans après, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc c'est une trahison face au peuple sénégalais. Aujourd'hui, M. Sonko est encore ministre. Que peut-il se passer? Une démission de M. Sonko, un affrontement avec 2 coalitions qui vont s'opposer, la coalition Diomaye Faye, la coalition PASTEF. C'est quoi la suite? Ma conviction, c'est que ils vont gouverner ensemble parce que je pense qu'on est face à 2 personnes intelligentes qui connaissent en fait les enjeux du moment, c'est-à-dire que c'est le Sénégal qui serait que perdant s'ils s'affrontaient en tout cas. Et je pense que ce n'est pas le moment en tout cas. Au-delà de la clarification dont Sonko parlait après le 8 novembre 2024, aujourd'hui les choses sont claires, ça veut dire que sur le plan politique, Sonko sera candidat en 2029 et tout faire porte à croire que Diomaye aussi est en train de tracer sa route pour devenir candidat en 2029. Donc là, sur ce plan-là, je pense que les choses sont claires. Maintenant, c'est que comme ils ont combattu ensemble pour prendre le pouvoir, donc je pense qu'il est normal aussi qu'ils gouvernent ensemble jusqu'au moment où, en fait, chacun devra tracer sa route pour aller chercher Sonko pour son premier mandat et Diomaye certainement pour renouveler son premier mandat. Mais je reviens sur ce que disait Baba tout à l'heure, c'est que quand on analyse la situation, effectivement, si Diomaye veut devenir président de la République du Sénégal,
il y a une autre stratégie qui aurait été beaucoup plus intelligente, je pense, mais ce n'est pas celle-là où on voit que toutes les personnes de l'ancien système sont en train en fait de se rallier à Diomaye. Donc tout ce que en train de dire en fait aux Sénégalais, tout ce que vous n'avez pas voulu en fait, les personnes que vous avez fait, les dégagismes, la rupture que vous avez appelée le 24 mars 2024, finalement vous allez encore retrouver les mêmes têtes. Et donc le Sénégalais va se demander à un moment donné, à quoi sert en fait à voter? Moi, je pense que c'est plutôt la démocratie aussi sénégalaise qui va en pâtir parce que finalement, on avait un discours. Le PASTEF est arrivé avec un pouvoir. C'était le sens de mon engagement de dire qu'on va faire de la politique autrement, la politique avec les valeurs. Quand on dit des choses, on va les faire. Et on va respecter notre parole. Parce qu'à chaque fois, les politiques avaient l'habitude de nous dire qu'il y a la réalité de l'État. Mais force est de constater aujourd'hui que la réalité de l'État, c'est ce qu'en fait les hommes politiques. Et qu'aujourd'hui, Diomaye Faye, moi en tout cas, ma conviction, c'est que Diomaye Faye est sorti du chemin qu'on avait tracé, il a le droit de le faire. Maintenant, il faut qu'on sorte de cette situation, qu'on arrête de parler de politique, comme tu l'as dit Aïssatou, vous l'avez dit Aïssatou, qu'on arrête de parler de politique, qu'on revienne à des choses beaucoup plus importantes, l'économie, les contrats, la vie des Sénégalais. Et que le temps politique, on n'est plus dans une phase où on doit être dans une phase de politique, parce que les échéances électorales vont arriver bientôt en 2027, début 2027. Le PASTEF est en train de massifier son parti, c'est normal. Les autres partis politiques aussi sont en train de faire la même chose. Donc ça, c'est l'ordre normal des choses. Mais parler du fauteuil présidentiel aujourd'hui, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré et que ça va créer des fractures qu'on peut éviter aujourd'hui, je pense, et que ça va nous retarder. Bon, si cette fracture devait arriver, je pense qu'il n'y a pas mille solutions. Soit c'est une démission du Premier ministre, soit en fait le président de la République remercie le Premier ministre. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un système où quand le président il a le pouvoir exécutif, donc ça veut dire le pouvoir réglementaire, il peut prendre des arrêtés, des décrets pour gouverner au jour le jour. Mais on est aussi dans un système où, à un moment donné, il va falloir voter des lois parce que ces décrets-là et ces arrêtés se basent c'est pour exécuter des lois. Et donc, qui vote les lois? Il n'y a que l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et ça, PASTEF est majoritaire, détient 130 députés sur 165 députés à l'Assemblée. Donc, à un moment donné, quoi qu'il en soit, a installé sa force. Non, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que en fait, la force de Sonko, elle est là, elle est incontestable. Ce qui se passe, c'est que Diomaye essaie de trouver une force politique. C'est ça la nouveauté, parce que d'habitude, si on regarde l'ancien président qui était sortant, il était chef de parti politique. Il est venu avec des alliés au pouvoir. Il a eu une coalition pendant 12 ans. Là, la différence, c'est qu'on a un numéro 2 qui n'est pas le chef du parti politique qu'il a amené au pouvoir. Et ensuite, il n'a pas de parti politique. Donc la coalition Diomaye, en quelque sorte, Diomaye est en train d'essayer de monter son parti politique une fois arrivé au pouvoir. Mais je trouve ça dommage parce qu'il est en train même de commettre une erreur. C'est-à-dire que des anciens candidats à l'élection présidentielle, comme Baba l'a dit, c'est-à-dire que des gens qui ont été recalés parce qu'ils n'ont pas eu 42 000 voix, ils ne sont même pas capables de réunir sur 18 millions de Sénégalais 42 000 voix pour être candidat. Diomaye est en train de renforcer ces personnes-là. 1 plus 1 plus 1, ça peut créer une vraie coalition qui peut faire face au PASTEF. Pour vous répondre. Et il y a quelques années encore avant d'arriver aux échéances, notamment présidentielles. Mais si on regarde, parce que le meilleur baromètre, c'est les élections présidentielles législatives. Mais si on regarde les derniers baromètres, l'élection présidentielle, Diomaye avait eu 54%. Le deuxième qui est arrivé a eu 30 et quelques %. Le candidat, en fait, Amadou Ba, qui est arrivé en deuxième, il a eu 34%. Donc le reste des candidats, personne n'a dépassé les 2%. Et donc quand on regarde le poids politique, en tout cas, de ce qui sont aujourd'hui, à date, quand on regarde le poids politique des gens qui sont dans la coalition Diomaye, en tout cas, ce qu'on connaît pour le moment, il n'y a pas un ancien candidat, il n'y a pas un ancien, en fait... on va dire quelqu'un qui a concouru à l'élection présidentielle. Il y avait des candidats à la candidature. À date, encore une fois, aujourd'hui. Aujourd'hui, et effectivement... Un parti se construit. Oui, mais vous vous rendez compte, mais c'est ça en fait qui est problématique. C'est-à-dire qu'on a un président qui a tout pour réussir, mais ce président fait tout pour échouer. Et on se pose la question pourquoi les Sénégalais... C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il a tout pour réussir, parce qu'il a une majorité. Il a des gens qui vendent le projet, les gens qui le défendent. Moi, je défends le projet, j'explique. On passe notre temps à faire ça, mais le président est en train de faire tout le contraire de ce qu'un homme raisonnable, doué, doit faire en fait. Donc on ne comprend pas. À un moment donné, je me dis que
j'ai pas envie de croire que le Sénégal est maudit. Le Sénégal n'est pas maudit, mais je pense que nos hommes politiques parfois sont maudits par le pouvoir. Il y a quelque chose qui se passe au palais présidentiel et qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'une fois qu'ils arrivent au palais, mais on dirait que c'est vrai que c'est incompréhensible. Comment on a pu en arriver là et aussi rapidement, encore une fois, on n'a même pas atteint les 2 ans. Et je termine par là, je pense que la meilleure manière, s'ils vont en deuxième mandat, je pense que la meilleure manière d'avoir un deuxième mandat, c'était en fait de réussir ce premier mandat. Absolument. Mais là, il est en train de tout faire pour échouer pour des choses qu'on ne comprend pas, qui n'en vaut même pas la peine. Stéphane, je me retourne vers vous. Gagner ensemble, c'est une chose. Gouverner ensemble, c'est autre chose. On le constate aujourd'hui. Est-ce que vous êtes du même avis que ces messieurs, à savoir que monsieur Sonko va rester, va continuer donc le projet qui a été offert aux Sénégalais et finalement quand il y aura les élections, quand il y aura la campagne électorale pour les élections, eh bien c'est là qu'il va y avoir cette scission officielle. Est-ce que vous pensez que Sonko et Diomaye, le duo, va pouvoir tenir jusqu'à là? Non, bien sûr, moi je pense que Sonko va rester. Pourquoi? Parce qu'il est passé par tellement de choses avant d'en arriver là, que ce serait dommage et ce serait contre même le PASTEF qui est arrivé au pouvoir de quitter. Donc je pense qu'il va rester. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que quoi qu'il en soit, le PASTEF aujourd'hui, comme l'a dit notre invité, le parti politique le plus populaire au Sénégal. C'est être du PASTEF, c'est dans l'air du temps. Alors, ce que Diomaye Faye est en train de faire aujourd'hui, c'est nager à contre-courant. Donc, la première personne qui va se noyer dans cette histoire, c'est Diomaye Faye. Donc, Sonko, je pense, est quelque part en train de l'observer en se disant, ce qu'il fait, il va se griller tout seul. Il le protège. Il le protège même. Oui. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt, comme disait aussi l'invité, de se concentrer maintenant sur les vraies choses, parce que, quoi qu'on en dise, le PASTEF a des promesses qu'elle a tenues et qu'elle doit tenir. Les Sénégalais regardent aujourd'hui. Je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Et je pense que lorsqu'on arrivera en 2028, bien avant les présidentielles, certaines questions vont revenir sur la table. Mais il faut être focus maintenant sur les préoccupations de la population sénégalaise. Peut-on en être aussi sûr que Diomaye finalement a pris la mauvaise voie? J'insiste encore dessus parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tous les anti-PASTEF, tous les anti-Sonko rallient donc la coalition Diomaye et ce n'est que le début. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de possibilité pour Diomaye finalement de sortir, de s'émanciper et devenir finalement ce président qu'il souhaite tant incarner? Alors moi je pense que Diomaye Faye est en train de faire une grosse erreur. Pourquoi? Parce que même dans cette opposition, les gens qui le rallient, il n'y a personne qui a du poids. Il n'y a personne. Quand le PASTEF a gagné les élections, il y avait une opposition qui était saucissonnée. C'était ridicule en face. Donc encore s'il y avait quelqu'un qui avait un contrepoids et qui ne serait pas très éloigné d'un point de vue idéologique du PASTEF, on aurait pu se poser des questions. Mais là, c'est un peu ridicule ce qu'il fait parce qu'il va s'allier à des perdants qui ne vont rien lui apporter et au contraire vont le discréditer. Et en plus de ça, en s'écartant de la ligne qu'avait souhaité avoir le PASTEF, il va se présenter en 2029 essoufflé, avec un bilan ridicule, et il va ouvrir une voie royale pour Ousmane Sonko au final. S'il se présente, encore une fois, on spécule ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ces temps, rien n'est encore dit, rien n'est affirmé, mais néanmoins, on prédit ce qui peut se passer. Je me tourne vers vous, Babadem. Encore une fois, on l'a dit en introduction, les plus grands perdants, ce sont les Sénégalais, notamment ceux qui ont voté pour ce duo, ceux qui ont voté, qui croyaient, à savoir Diomaye, c'est Sonko, c'est Diomaye. Le projet, finalement, Baba dit à 90% non respecté, vous dites à un taux un peu plus important. Que peut-il se passer au sein de la société sénégalaise? Parce qu'encore une fois, on voit qu'il y a une scission même au sein du Sénégal. Est-ce que vous pensez, entre ceux qui disent que c'est tout à fait normal que Diomaye s'émancipe, c'est lui le président, M. Sonko lui fait de l'ombre, c'est pas normal, et ceux qui disent non, au contraire, il a trahi Sonko, il a trahi le PASTEF. Est-ce qu'il peut y avoir Diomaye plutôt qui a trahi le PASTEF? Oui, bien sûr. Après, je pense que j'aurais suivi cette logique où le Sénégalais serait perdant. Si Diomaye n'avait pas fait sa déclaration et qu'on restait sur des spéculations ou ce qu'on entendait, à un moment donné, les Sénégalais en auraient eu marre. Et on entendait souvent ce duo nous déçoit. On entendait parler de ça un peu partout. Mais je pense peut-être que c'est le génie politique de Ousmane Sonko, finalement, de tout mettre sur la place publique, que les Sénégalais soient témoins au fur et à mesure. Et effectivement, les déclarations, parce que, bon, c'est vrai que c'est en Wolof les déclarations, mais les déclarations de Diomaye Faye ont carrément... C'est-à-dire que ceux qui pouvaient dire que Ousmane Sonko était en perte de vitesse,
finalement, ces déclarations ont fait faire en sorte que même les Sénégalais, même les opposants sénégalais, dans la culture sénégalaise, c'est le côté manque de loyauté, de trahison. Mais ça a marqué beaucoup de gens, même les opposants de Sonko. On parle quand même de politique. Non, mais à ce niveau, non. Oui, mais à la ce politique, niveau, c'est aussi des valeurs qu'on véhicule. Oui, mais pour le coup, donc, on est bien placé pour en parler ici sur le plateau. Non, non, mais à ce niveau, les valeurs là, ces valeurs-là, c'est ça qui fait basculer. C'est pour ça que ce qu'a fait Diomaye Faye a été une erreur stratégique et les Sénégalais, mais jusqu'à présent, on le voit même sur que ce soit les réseaux sociaux ou les réactions des Sénégalais, ils ont dit OK. On t'attend en 2029, si c'est comme ça. Il a la position du traître, malgré, je ne sais pas si c'est malgré lui. Et après, je ne sais pas si c'est une stratégie, parce que si on va dans le côté, quand je disais fierté mal placée, si on écoute les explications de Diomaye Faye, c'est qu'il a donné une parole, et que quand il donne une parole donnée, il le respecte jusqu'au bout. C'est ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il a dû dire aux gens de la coalition, écoutez, vous êtes venus dans notre coalition, on vous a amené, je suis devenu président, et vous allez avoir tel, je ne sais pas ce qu'il... En tout cas, lui, c'était ça sa conduite, si on l'écoute bien. De l'autre côté, la logique, c'est que Sonko dit, OK, mais ils étaient avec nous, mais ils ne doivent pas avoir 95-98%. C'est Pastef qui a fait que nous devenons président. Mais les autres vont se contenter de 2%. Sauf que ce n'est pas ça que Diomaye fait. Donc, et c'est quand ils sont partis aux législatives, Pastef seul, je pense que c'est là où il y a eu la cassure entre Diomaye par exemple. Et c'est pour ça que je dis mal placé, c'est que on l'a vendu, il dit c'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de froid, que quand il a quelque chose, il ne lâche pas. Et donc, c'est peut-être cet orgueil mal placé qui est en train de l'amener tout droit. Après, ça peut être aussi une autre promesse, c'est de se faire harakiri jusqu'au bout en étant face à Sonko et en disant finalement tu m'avais donné le pouvoir, grâce à ce que je fais, je te donne le pouvoir. Retour en arrière, est-ce possible? C'est-à-dire, encore une fois, 2029, c'est dans quelques années. Est-ce que vous pensez que votre président, le président sénégalais, Diomaye Faye, pourrait, entre guillemets, revenir à la raison pour vous en tant que membre du PASTEF? Je l'espère, c'est tout ce que j'espère. On y croit encore aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tout moi, je n'y crois pas. Vous n'y croyez plus? Je n'y crois plus, mais je l'espère en tout cas. J'espère qu'il reviendra à la raison. Et s'il revenait à la raison, est-ce que vous pensez que ça pourra redevenir comme avant? Est-ce que non, ça ne sera jamais comme avant. Mais terminé. Je pense qu'il peut revenir à la raison, mais c'est déjà trop tard, je pense, je dirais. Et je terminerai en disant que deux choses. Premièrement, c'est que en écoutant le discours du président le 7 mars, il disait que je ne trahirai pas les compagnons en fait de la coalition Diomaye président. Diomaye président, il les a connus en septembre 2023. Donc, alors que PASTEF, c'est depuis janvier 2014. Même certaines personnes de PASTEF, c'est avant. Donc, en synthèse, en réalité, moi, je comprends dans ce discours que c'est que je ne peux pas trahir des personnes que j'ai connues en septembre 2023, mais je suis capable de trahir des personnes que j'ai connues bien avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde, en fait, on essaie d'avoir une lecture assez froide de son discours. Il est en train d'essayer de peindre Sonko comme quelqu'un de problématique. Oui. On retrouve en tout cas le même discours qu'on avait avec les gens de l'APR. C'est vrai que quand on lit les annonces, à savoir, moi je n'ai pas le temps, si quelqu'un a un problème, je n'ai pas le temps. Exactement. Donc il est en train de dire en fait que Sonko finalement, il est en train de diaboliser Sonko. C'est ce que je veux dire. C'est que diaboliser Sonko veut dire quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir se mettre face à Sonko, pour dire que pour sauver le système, je pense que c'est l'étape d'après dans son raisonnement, dans la stratégie, pour dire que pour sauver le système, il n'y a que Diomaye qui peut sauver le système en réalité. Parce que je me suis rendu compte que j'étais au sein de PASTEF, mais PASTEF est problématique. Finalement, je me suis éloigné de PASTEF pour pouvoir sauver le système. Et donc, si vous ne voulez pas avoir Sonko comme président, ralliez-vous à moi. Ça veut dire un clin d'œil à la partie et les gens qui étaient au pouvoir, l'APR qui est sorti. Donc Macky Sall n'est plus aujourd'hui dans le jeu politique depuis très longtemps. Moi, c'est ce que j'ai toujours soutenu. Donc ça veut dire que mais Macky Sall a un parti politique qui a quand même un électorat. N'oublions pas que les dernières élections, ils ont quand même eu 30% à l'élection présidentielle et quelques députés. Donc ça veut dire que maintenant, Diomaye, pour pouvoir se mettre en face de Sonko, la deuxième étape, après avoir monté la coalition Diomaye, maintenu la coalition Diomaye, revu les textes, la deuxième étape, c'est de trouver des alliances, notamment avec les maires, parce que dans la coalition Diomaye, on a appris que ceux qui l'ont annoncé, il y a à peu près 280 maires
qui ont rallié la coalition Diomaye. Et ces 280 maires, c'est plutôt des maires qui sont de la couleur, on va dire, du APR. parti APR. Donc on finalement, voit bien que vous abondez finalement... dans mon sens quand je Donc, dis ce que je veux que dire, tout est possible jusqu'en 2024. Pour finir, je veux dire que PASTEF a combattu l'APR, est venu au pouvoir, et PASTEF va se retrouver peut-être dans l'opposition, et que l'APR qui a été gagnée pendant les élections en mars 2024 va revenir par la petite porte au pouvoir. Voilà ce que je comprends. Après, juste une chose, peu importe ce qui va se passer en fait, mais aux politiques qu'est Diomaye Faye, la moindre des choses c'est humain. La dignité c'est quand même de reconnaître que Ousmane Sonko a été quelque part quelque chose, et même moi je dirais 100% le fait qu'il soit devenu président, et ne pas reconnaître ne serait-ce que Ousmane Sonko ou Pastef l'ait amené au pouvoir, moi je trouve ça indigne et de l'honnêteté mal, bref, voilà. On n'a pas besoin de lui pour le savoir. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Absolument, on a été voilà. tous témoins de l'histoire. Donc, On va clôturer avec un dernier mot de Stéphane Dos Santos. Alors, effectivement, beaucoup de choses ont été dites ici sur le plateau. Alors, on y croit éventuellement un retour, c'est-à-dire un retour, entre guillemets, au bercail de Diomaye Faye qui va tenter de recréer cette relation donc sincère entre lui et Sonko pour l'intérêt et dans l'intérêt du Sénégal, ou au contraire, vous pensez qu'il va y avoir, on va continuer comme ça et il va y avoir finalement scission? Non, vous savez, on dit jamais, jamais, mais moi je pense que ce qui ferait que Diomaye Faye revienne au bercail, c'est, vous savez, c'est comme un enfant lorsqu'il touche le feu, c'est là qu'il se rend compte que ça brûle. Je pense que lorsqu'il va sentir l'odeur du néant, du chaos, c'est là qu'il va vouloir revenir. Mais Ousmane Sonko aura déjà vu qui il a en face de lui, et sa place sera même dans loin l'intérêt du derrière. Sénégal? Et même dans l'intérêt du Sénégal, bien évidemment. Très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette première partie d'émission. On poursuit, on continue. On va pas très loin. On va dans les pays de l'AES, États-Unis, AES. Comment et pourquoi les États-Unis d'Amérique reviennent-ils maintenant vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Et partenariat pragmatique ou bataille géopolitique, etc., etc. On regarde une vidéo, mesdames et messieurs, et puis surtout on revient. Le Mali et les États-Unis entendent relancer leur coopération bilatérale sur des fondations renouvelées. Les discussions ont porté sur la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale et le renforcement des échanges économiques entre les deux pays dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. L'État malien est parti pour un changement de paradigme qui fait que la sécurité des Maliens doit être désormais entre les mains des Maliennes et des Maliens. Le défi sécuritaire est un défi de long terme. Abdoulaye Diop a par ailleurs salué cette approche, soulignant la nécessité d'intégrer cette dynamique dans un cadre tenant compte des évolutions géopolitiques régionales, notamment la Confédération des États du Sahel, afin d'assurer une coopération durable et adaptée aux enjeux actuels du Sahel. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, depuis quelques mois, un changement discret mais significatif est en train de s'opérer dans les relations entre les États-Unis et les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso ainsi que le Niger. Après plusieurs années de tensions marquées par des sanctions, des critiques politiques et même le départ de forces militaires occidentales, eh bien Washington semble tout simplement vouloir aujourd'hui rouvrir le dialogue avec ces trois États sahéliens. Des discussions diplomatiques ont repris, des sanctions ont été levées, notamment contre certains responsables maliens, et plusieurs formes de coopération sont de nouveau évoquées. Alors une question se pose, pourquoi les États-Unis cherchent-ils aujourd'hui à renouer avec les pays du Sahel? Alors commençons, rentrons dans le vif du sujet. Je me tourne vers vous, Monsieur Dos Santos. Donc première raison avancée, c'est bien sûr la sécurisation du Sahel et au-delà. Oui, c'est la première raison qui a été avancée. Je l'ai vu aussi lorsqu'un dirigeant burkinabé a reçu une délégation des États-Unis. Moi, ce rapprochement ne m'étonne pas, je l'ai toujours dit. Moi, je suis un adepte de la coopération internationale. J'ai toujours dit que les pays occidentaux doivent être considérés comme des partenaires du continent africain. Et je pense qu'aujourd'hui, les velléités de l'AES ayant été entendues, les pays américains ont compris que tout ce que veulent les pays de l'AES, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Ils sont dans une posture aujourd'hui, ils veulent aussi des partenariats gagnant-gagnant, et le mariage est possible. Et d'ailleurs, là, c'est parce qu'on parle des États-Unis, mais il faut savoir que les pays de l'AES, certains ont même ouvert leurs portes à pas mal de pays européens qui aujourd'hui collaborent et puis ont des accords de partenariat gagnant-gagnant avec les pays de l'AES. Donc il y a une ouverture qui est là. Je pense qu'il fallait que
des deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'AES et des autres pays du monde, on se comprenne. Et aujourd'hui, ça en découle sur ce genre de collaboration. Et moi, personnellement, étant adepte de la coopération internationale, j'en suis content. Baba, je me tourne vers vous. Les États-Unis proposent de reprendre donc, des opérations de renseignement, notamment donc, des vols de surveillance pour suivre les mouvements des groupes armés dans l'intérêt du Sahel. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une raison plausible pour, entre guillemets, renouer avec les États, les États-Unis, oui, tout à fait. En fait, moi je trouve que c'est plutôt un prétexte. Les États-Unis sont là que pour les intérêts et c'est surtout pour tout ce qui est les produits miniers. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Partons sur ce postulat-là. Mais eux, c'est vraiment visible par rapport à la diplomatie Trump. Et on voyait venir, c'est-à-dire que depuis le cas avec la RDC, et depuis que le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, lui, il a une politique clairement c'est lui-même qui a fait un rapport pour essayer de convaincre Trump de signer des accords avec la RDC par rapport aux mines. Moi, j'ai lu ce rapport, mais la manière dont il a insisté, attention, en allant vite, RDC, c'est le lithium, c'est tout le sous-sol très riche. On ne devrait pas laisser ça aux Chinois ou aux Russes. Par rapport aux accords, donc c'était par rapport aux différends qu'il y avait entre la RDC et ce qui s'est passé à Goma. Et il a dû insister, c'est-à-dire qu'on a vu ce rapport au mois de novembre, il a dû insister pour que ça aille jusqu'au mois de février. Et comme par hasard, il faut se rappeler qu'au mois de février, c'est là où Trump a commencé à revoir sa situation vis-à-vis de l'Afrique, alors que pour lui, l'Afrique, c'était rien. Donc c'est là où il avait fait table rase, plus de USAID, certains accords avec l'Afrique. Et souvenez-vous qu'il y a eu cet accord avec la RDC. Quelques semaines après, ou quelques jours après, on a eu 5 chefs d'État africains qui sont venus le voir et lui dire « Mon pays a ça, ça et ça et ça ». Et c'est Trump qui disait, OK, comme il nous donne à sa manière, comme il nous donne accès, et qu'il nous dit, please, donc il fallait voir de la manière assez méprisante, en disant, comme il nous dit, please, ne vous inquiétez pas, on va venir chercher. Bizarrement, c'est là où le fait de revenir en disant, écoutez, nous c'est juste du commercial, je parle de l'AES, nous c'est du commercial, le côté aide, ça ne nous intéresse pas. Et ce qu'ils ont mis en avant, votre souveraineté, c'est ça que... votre souveraineté, on la respecte et on va faire des accords. Et si vous regardez bien les accords, forcément, ils le mettent sur leur rapport, des minerais précieux, accès aux minerais précieux, contre effectivement la sécurité. C'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait juste voir... on a vu Trump avec le Venezuela, c'était des accords, et puis au dernier moment, ça ne va pas. Donc moi, en gros, ce qui se passe, la situation du monde actuel fait que vous pouvez avoir des doutes. Moi j'ai des doutes par rapport, par rapport à Trump ou l'administration. Et juste après, on peut pas savoir si les accords là sont gagnants-gagnants. Mais je me rappelle que quelques semaines auparavant, les mêmes accords ont voulu être signés avec le Zimbabwe et le Zimbabwe a refusé parce qu'il trouvait que c'était déséquilibré. Donc, je ne sais pas pour l'AES de bien vérifier leurs accords. Je me tourne vers vous. Comme on dit et on insiste, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, on a parlé des intérêts avec Baba, donc des États-Unis, mais y a-t-il des intérêts aussi légitimes pour les États du Sahel? Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurisation du territoire est une priorité? Oui, ça l'est, c'est une priorité pour ces pays-là. Et réouvrir la porte aux États-Unis, est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne solution? Moi, je dirais qu'on est dans les liaisons dangereuses, en fait. Parce que qui s'y frotte s'y pique. Quand on est avec les États-Unis, quand ça se passe bien, ça se passe vraiment bien, tout le monde est content, mais le jour où vous êtes contre leurs intérêts, vous pouvez vous attendre à tout en fait. Des exemples, il y en a, Baba a parlé du Venezuela. Donc je pense que pour les États, en tout cas de l'AES, pour le moment, les États-Unis peuvent être une réponse à leurs besoins sécuritaires à un moment donné, mais aussi... qui reste limité. Mais n'empêche que ça veut dire que il faut regarder en fait ce que les États-Unis peuvent apporter. C'est pas sur le
peut-être ils vont pas envoyer des soldats sur le terrain, mais si on se rappelle bien, quand il y avait la France aidait souvent les pays africains sur le plan stratégique et sur le plan de la surveillance à apporter avec les satellites. Donc aujourd'hui, je pense que pour pouvoir combattre en tout cas les djihadistes, il y a cet aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que la cartographie, pouvoir les repérer, savoir là où ils sont. Et donc je pense que les États-Unis, puisque c'est la première puissance économique, peuvent leur apporter une grande aide là-dessus. Et ça, c'est incontestable. Je pense que les pays du Sahel n'ont pas les moyens pour le moment, ni financiers, ni technologiques, et même, je dirais même parfois humain, vu la taille en tout cas de la zone qui doit être sécurisée, donc ils n'ont pas les moyens. Donc avoir cet appui technologique des États-Unis sur le plan sécuritaire, je pense que c'est fondamental, ils ne peuvent pas s'en passer. Et ça, je pense que c'est le côté sécuritaire. Ensuite, les États-Unis aussi, les États-Unis aussi ne peuvent pas laisser le terrain, une zone aussi vaste, à l'influence uniquement des Russes, des Chinois. C'est-à-dire que les Français sont partis, mais comme on dit, la nature a horreur du vide, forcément les États du Sahel vont se retourner vers d'autres acteurs. Donc forcément, si les États du Sahel se retournent vers d'autres acteurs, il n'y en a pas 1000 solutions. Soit on va vers les États-Unis, soit on va vers la Russie, soit on va vers la Chine, ou bien dans d'autres pays qui sont moins importants que ces trois pays-là, ces trois blocs. Donc forcément, les États-Unis aussi vont avoir leur mot à dire, ils ne vont pas laisser cette zone d'influence. Donc essayer d'avoir leur maillage en tout cas sur cette zone en Afrique. Ça, je pense que c'est assez important pour aussi bien, donc les deux parties peuvent trouver leur intérêt, vont trouver d'ailleurs leur intérêt, parce qu'effectivement, les États du Sahel, avec la philosophie en tout cas qui est à la base aujourd'hui de l'AES, vont se diriger vers les États-Unis pour aussi avoir plus que ce que leur offrent les autres partenaires. Donc ça, je pense que les États du Sahel aussi vont y gagner, les États-Unis vont gagner en termes d'influence également. Je pense que c'est un partenariat qui peut être gagnant-gagnant, mais là où j'ai un peu d'inquiétude, c'est sur le plan économique. C'est-à-dire que si aujourd'hui les États-Unis aussi veulent mettre la main sur les ressources et que les États du Sahel ont aussi une philosophie de souveraineté et qui ne sont pas d'accord sur le partage, par exemple, combien les États-Unis vont avoir sur les ressources, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est que Trump, c'est un businessman, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des deals, et quand l'administration Trump s'intéresse au pays de l'AES, c'est parce qu'il y a une opportunité de faire un deal. Et quand on dit un deal, c'est que j'ai quelque chose à gagner, gagnant-gagnant. Donc maintenant, est-ce que si les États-Unis veulent se tailler la part du lion, est-ce que les États du Sahel de l'AES vont l'accepter? Et là, je pense qu'on peut avoir des frictions parce que si les États-Unis vous apportent des moyens technologiques sur le plan sécuritaire, vous aident sur pas mal de plans et que vous ne voulez pas leur donner ce qu'ils considèrent que comme c'est quelque chose qui leur revient naturellement parce qu'ils ont tant donné, donc à un moment donné, il faut que vous fassiez un effort. Donc on peut avoir des problèmes, des points de friction. C'est pas sous-estimer un peu les pays de l'AES qui n'ont pas tenu compte de cela. Je pose la question à Stéphane, parce que je pense qu'en principe, c'est les points d'accord ou de désaccord qui auraient dû être mis sur la table avant n'importe quel protocole d'accord. Non, moi, autant je me réjouis de ces accords entre les États-Unis et les pays de l'AES, autant je sais que les dirigeants de l'AES sont assez matures, assez sages, je pense, pour savoir aussi protéger leur souveraineté. Donc à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas. Effectivement, peut-être trop craindre pour eux, c'est aussi quelque part aussi les minimiser du moins leur capacité à savoir avoir ce sursaut d'orgueil et se dire non, on ne va pas aller jusque-là. Moi, je pense que le plus important réside dans le fait que les intérêts des deux parties soient comblés. Et je pense que les populations burkinabées, maliennes et nigérianes, à long terme, sauront nous dire si cet accord a été une réussite ou pas. Plusieurs rencontres ont eu lieu donc, au sein des différents pays du Sahel, que ce soit avec l'administration américaine. Donc on a vu entre février et mars, donc il y a eu une tournée américaine. Donc on voit qu'il y a une véritable volonté pour les États-Unis de revenir dans le Sahel, et ils le font savoir, ils le disent et ils insistent dessus. L'influence politique, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, comme a pu le dire Kadiali, est-ce que les États-Unis ont compris que ne pas être au Sahel, c'est perdre énormément, pas aujourd'hui, mais surtout dans les années à venir? Oui, et de toutes les façons, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, eux, ce qu'ils voient, c'est la Chine, en tout cas, leur regard se porte sur la Chine. Et ils ne supportent pas que la Chine et même la Russie
et cette influence au niveau de l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest surtout le vide qui a été après le départ des Français. Mais ils le disent, Marc Rubio l'a dit à Berlin en disant aux Européens même, il faudrait revenir avant la colonisation et repenser recolonisation, en parlant même aux Européens. Donc c'était ça leur... et c'est pour ça que j'insiste sur le Marc Rubio, lui qui était un peu à l'écart depuis décembre, en fait, depuis janvier de l'année 2026, c'est sa façon de voir les choses, parce que Cuba, Venezuela, c'est lui. Cuba, là, vous avez dû entendre parler que Trump pourrait s'attaquer au Cuba, c'est encore lui. RDC, c'est lui, pour les accords. Et là, l'Afrique de l'Ouest, ils ont amené le nouveau secrétaire, en fait, en tout cas chargé des affaires africaines des États-Unis, Nick Shaker, qui est un ancien. C'est pour ça quand on dit méfiez-vous aussi, on ne sait jamais parce qu'on les a vus à l'œuvre. Bon, ça peut très bien se passer. Un ancien de de la CIA, et puis un diplomate qui a connu les zones là. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont toujours dit, les États-Unis reviennent et les États-Unis doivent pouvoir, Groenland et tout ça, en tout cas être les premiers. Et on a entendu Trump dire nous sommes les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Donc le pétrole, en sachant qu'ils ont pu récupérer effectivement Venezuela qui est la première réserve, peut-être l'Iran par-ci. Donc moi je pense... concrètement pour les pays de l'AES, c'est quoi vos inquiétudes? Est-ce qu'on peut les nommer ici sur le plateau? Les inquiétudes, c'est pour moi, principalement, ils peuvent prendre des informations, parce que vu que c'est de l'information qu'ils vont les renseignements plutôt, qu'ils vont se truc. Et comme il le disait, c'est au moment des ressources, au moment où si jamais on fait une renégociation des contrats, est-ce que les États-Unis qui seront déjà placés, qui ont déjà leurs renseignements, ne peuvent pas faire une opération kamikaze? C'est ça mon inquiétude. Je vous passe la parole. Ouvrir la porte au loup, entre guillemets. Au début, on vient avec des bonnes volontés. Et ensuite, finalement, quand la porte est ouverte, on devient de plus en plus gourmand. C'est ça qui fait peur? Alors, moi, je n'ai pas cette même crainte. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, le cas du Venezuela et d'ailleurs des pays d'Amérique latine, il y a un passif dans les relations entre les États-Unis et ces pays-là. Le Mexique et puis les autres pays d'Amérique latine, qui font que les États-Unis ont peut-être cette liberté-là de pouvoir peut-être s'ingérer dans leurs affaires, chose qu'elle n'a pas forcément avec les pays africains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'au moment des renouvellements de ces accords-là, Trump arrive dans pas très longtemps, peut-être dans 3-4 ans, en fin de mandat. Ceux qui seront là, ce ne seront plus des gens peut-être de la même couleur politique que Trump, ils auront une autre vision des choses. Donc pour moi, la crainte, elle est quand même assez minime. Elle est assez minime. Pour ces deux raisons majeures. C'est important ce que vous dites. Effectivement, un mandat aux États-Unis n'est pas illimité. Donc, on arrive déjà à mi-mandat, donc en novembre prochain. Donc, que va-t-il se passer aussi? Il faut voir à plus long terme. Donc, je me retourne vers vous. Alors, on l'a dit, c'est-à-dire que vous, ce qui vous fait peur, c'est effectivement ouvrir la porte, permettre certaines choses, permettre un positionnement des États-Unis. Et finalement, quand il y a des accords, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que ça vous fait peur, mais qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait des accords? Il n'y a pas plusieurs hypothèses. C'est que soit ils font ce qu'ils savent faire dans beaucoup de pays. Quand les intérêts sont menacés, c'est s'attaquer au pays et mettre sous emprise le pays si les autorités essaient de se rebeller ou de contester leur autorité. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est toujours en fait par étapes. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les discours qu'ils vont avoir, c'est un discours assez mielleux où ils vont vous vendre des choses, vous dire que oui, on est là, on est une démocratie, on est la première puissance économique, technologique, tout ce que vous voulez, et qu'effectivement, c'est une évidence là-dessus. Maintenant, c'est toujours en fait le rapport entre ce qui va se poser comme question, c'est toujours le rapport entre les pays africains et les anciens pays occidentaux qui, à chaque fois quand ils arrivent, ils savent tout, ils savent mieux que ce dont nous on a besoin. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui possible surtout, encore au sein des pays d'AES d'avoir cette posture-là? C'est pas à exclure, c'est toujours un risque. C'est un risque à prendre. Maintenant, le risque, il est mesuré. Je pense qu'ils l'ont mesuré, il est évalué. Mais c'est un risque à prendre et que je pense que dans toute la démarche et dans toute la collaboration, il faut pas l'exclure. Et je terminerai pour dire que tout à l'heure, on disait que le mandat de Trump, en fait, ça va durer 4 ans. Bon, ok.
Mais quand on regarde sur le plan économique, l'administration américaine, en fait, n'est pas si différente. Quand on prend Obama, Biden, Trump, le premier mandat de Trump, après on a Biden, après on a Obama, il y a des constantes. Bien il y a sûr, des constants. Et sur le il y a plan aussi des économique... différences, c'est-à-dire que Trump a une politique beaucoup plus agressive. Oui, mais cette agressivité, on l'a eu parce que chaque président en fait américain a sa guerre, a ses combats. Donc forcément, donc je veux dire que moi je reste juste, je veux dire que ok, on peut y aller, mais il faut être prudent, encore beaucoup plus prudent, et surtout, il ne faut pas, parce que si les États-Unis arrivent, il ne faut pas faire sortir les autres partenaires. Tout l'équilibre, en tout cas, la finesse en tout cas des autorités de l'AES doit résider dans le fait de leur capacité à garder un certain équilibre entre les partenaires américains, leurs partenaires chinois, leurs partenaires russes et autres. Parce qu'il ne faut pas que quand un partenaire arrive, c'est un prétexte pour faire sortir les autres. Je vous pose la question à vous, à Stéphane et à Baba. Est-ce que ce n'est pas ça la force finalement des États du Sahel, à savoir d'avoir une pléthore de partenaires et se dire, nous, on n'avance pas seulement avec un seul pays, on avance avec tous les pays qui souhaitent avoir des relations gagnantes-gagnantes avec nos pays. Est-ce que c'est pas la force? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le point fort, ou du moins la stratégie des pays du Sahel, c'est de réussir dans ce bascule vers le multilatéralisme. Aujourd'hui, sa force, elle est là. Mais moi, là où je suis un peu plus optimiste, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une autre époque. On est dans une Afrique nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a compris que les Africains veulent plus, et légitimement, de souveraineté. Et moi, je suis sûr aujourd'hui que tous les partenaires occidentaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou autres, l'ont compris et vont le comprendre avec le temps. Maintenant, il faut que l'Afrique ouvre les vannes et sortir de ces sentiers battus, de toujours voir l'autre comme un opposant. Vous savez, les latins disent « au tempora, au mores », autre temps, autre mœurs. On ne peut pas être en 2026 et penser comme en 95. C'était il y a 30 ans passés. Aujourd'hui, le monde comprend que l'Afrique n'a plus besoin qu'on lui tende la main, elle a besoin de partenariats gagnant-gagnant. Alors si eux le comprennent, pourquoi nous restons emprisonnés dans ces choses-là où on diabolise les Occidentaux ou autres? Ces gens-là, ils n'ont pas d'autre choix que d'être des partenaires, d'abord pour leur fiabilité, et ne serait-ce que pour la survie de leur propre pays. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui est à la bonne époque. Baba, je me tourne vers vous. Utopie ou réalité, quand vous l'entendez parler, à savoir nouvelle ère, l'Afrique a changé, l'Afrique parle en étant des pays souverains, l'Afrique a compris sa force, son positionnement et ses intérêts. Non, ça serait, je pense que dire l'Afrique, c'est un peu trop dire. Je pense qu'il y a l'AES qui a compris. Peut-être les pays d'Afrique australe, les pays africains, en tout cas côté du Sud, l'ont compris. Mais tout le reste n'ont rien compris. Donc à partir de là, je pense qu'au niveau de l'AES, ils savent. Et en plus, le fait que, ironie du sort, c'est pour ça quand on parle des États-Unis, pourquoi ils sont revenus? Pourtant les États-Unis, ils étaient prêts à bombarder le Niger. Ils faisaient partie de ces gens qui, au dernier moment, ils se sont retirés. C'était eux aussi qui parlaient de sanctions et qui sanctionnaient, que ce soit les pays de l'AES. Donc c'est pour ça que quand on parle de revirement, c'est-à-dire, c'est pas vous qui étiez en train de sanctionner l'AES et là vous devenez mielleux, vous changez votre philosophie. Est-ce que c'est problématique cela, à partir du moment qu'on a redéfini les règles du jeu? Non, à partir du moment où ils sont revenus, je pense qu'ils ont compris, et c'est là où ils ont compris que l'AES, c'est la souveraineté et que c'est du gagnant-gagnant. Et donc, c'est pour ça que même en venant avec leur offre, ils ont mis, alors qu'il n'y a pas besoin de le dire, vous êtes souverain, on respecte votre souveraineté. Normalement, ça ne se dit pas entre deux pays, mais le fait de le mettre sur la table, c'est une façon de dire par rapport peut-être à la France, etc. Donc, ça veut dire qu'avec les États du Sahel, les États-Unis vont avoir un certain comportement. Et avec les autres, ça sera plutôt, ils vont continuer à savoir le rôle de prédateur, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Vous pensez qu'ils ont compris? Vous savez, je ne suis pas d'accord. L'Afrique, c'est 54 pays. S'il va en Centrafrique, ne vous inquiétez pas. L'Afrique, c'est 54 pays. Et très souvent, lorsqu'on parle de la mauvaise facette des relations qu'il y a eu entre les pays occidentaux et africains, c'est toujours les mêmes pays. Mais il y a d'autres pays sur le continent qui ont des relations normales, où ça se passe bien, des partenariats gagnant-gagnant avec les pays occidentaux, mais on n'en parle pas. Je pense à l'Angola, par exemple. Voilà.
Il y a des pays comme ça, mais on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse que là où il y a certaines velléités et on se comprend. Mais il faut qu'on voit les choses un peu plus larges. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est pas qu'une sous-région. Ouais, je pense que l'Angola, moi je suis pas d'accord quand même très avec l'Angola qui n'est pas un très bon exemple. Si on parle du Kenya, si on parle par exemple des pays comme l'Éthiopie, du Botswana, L'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud, là je suis d'accord, mais l'Angola, je pense que c'est pas un pays qui est quand même un modèle sur lequel on peut se baser sur les plans des relations, des partenariats. Mais les partenariats qu'elle a avec les États-unis, il n'y a rien de mais je reviens sur notre sujet quand même qui est, pour moi en fait, pour clôturer, effectivement, je pense que là on va dire, c'est le test grandeur nature en fait, avec les États-Unis. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils ont ce discours, ils ont compris et qu'on sait que l'Afrique, bon, je suis d'accord avec toi sur ce plan-là, que c'est la terre de croissance, tout ça. En tout cas, c'est un moyen en tout cas de voir aujourd'hui, d'envoyer un signal en tout cas aux autres partenaires qui peuvent avoir des velléités ou bien des inquiétudes par rapport aux États-Unis. Donc si ce partenariat se passe bien, c'est un modèle qui peut partir, que les autres pays pourraient éventuellement, sur lesquels les autres pays si les États-Unis respectent, les autres devront respecter. Et si on se respecte d'abord en tant que africains, les autres vont nous respecter. Moi, je pense que ce message-là, il ne faut pas chercher à l'envoyer qu'au monde. Il faut l'envoyer à cette nouvelle génération d'acteurs politiques qui est en Afrique. Se dire que les autres sont des partenaires, peu importe qui ils sont. C'est à nous d'abord de nous respecter, de renvoyer cette lumière-là pour que les autres nous respectent naturellement. On va s'arrêter sur ces mots, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités Kadiali Noba ainsi que Stéphane Dos Santos. Merci bien sûr à vous, Babadem. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Bye bye.